Bonjour à tous, ici Ronan Bronchard sur la clé du succès. Jeune entrepreneur et cofondateur de Spratic qui vise à faciliter la pratique du sport. Je suis aussi un passionné de la performance, du dépassement de soi et de l'excellence. Alors, comment battre un record du monde à presque 40 ans, obtenir une médaille olympique à seulement 20 ans, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année? On vous dit tout dans la clé du succès, où je vous propose d'échanger avec des coachs, des entraîneurs, des mentors, des préparateurs mentaux, des nutritionnistes ou encore des chorégraphes qui font briller des équipes et qui aident des personnes à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Le but est de pouvoir vous inspirer autant que ces discussions m'inspirent et que cela vous aide peut-être à dépasser vos limites, casser vos barrières psychologiques, vous surpasser pour atteindre des objectifs que vous pensiez inaccessibles. Ces personnalités extraordinaires me dévoilent en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès avec les personnes qu'ils entourent. Je ne vous en dis pas plus, et j'espère que ces échanges vous inspireront et que cela vous permettra peut-être d'obtenir le meilleur de vous-même. Dans cet épisode de la clé du succès, je vous propose aujourd'hui de discuter préparation mentale avec Anaëlle Malherbe, une des meilleures dans son domaine pour le haut niveau sportif. Elle a 2 passions dans la vie, le sport et la psychologie. Et d'après ce qu'elle me dit, elle a toujours voulu comprendre le fonctionnement de l'être humain et accompagner les autres selon les épisodes de leur vie. Alors dans cet épisode, on a envie de connaître la recette magique pour la préparation mentale. Ça tombe bien car il n'y en a pas. Par contre, comme nous dit Anaëlle, il y a beaucoup d'outils qui, selon les personnes et les demandes, répondent à certaines problématiques. Fixation d'objectifs, motivation, engagement et encore plein d'autres outils. On abordera plusieurs sujets autour de la psychologie et la préparation mentale. Comment savoir si un athlète est bien mentalement? On parle d'habitudes, de rituels, de routines des sportifs. On pense notamment à Rafael Nadal avec ses bouteilles d'eau, mais on verra que ces routines ne sont pas souvent de simples superstitions, mais peuvent avoir un réel impact sur les performances en compétition. Aussi, on verra comment créer une cohésion d'équipe, les rôles de chacun dans celle-ci et comment trouver le rôle que l'on a au sein de sa team. Enfin, il nous livre beaucoup de conseils sur comment se connaître et comment analyser les situations que l'on vit chaque jour afin de se surpasser. Bref, j'en ai déjà trop dit encore une fois et je vous laisse à votre écoute avec Anaëlle Malherbe. Bonjour Anaëlle, bienvenue sur le podcast. Bonjour Ronan. Merci beaucoup d'accepter mon invitation. Si t'es d'accord, je vais commencer par te présenter brièvement pour mettre les auditeurs dans le contexte. Il y a bien un aspect que beaucoup de gens attribuent aux victoires individuelles et d'équipe. C'est la préparation mentale. Je vous ai déjà parlé à l'INSEP dans des précédents épisodes. Pour rappel, la majorité des plus grands athlètes français sortent de là, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, situé dans les bois de Vincennes, où je suis aujourd'hui pour discuter avec Anaëlle Malherbe. Anaëlle, tu es psychologue clinicienne et préparatrice mentale à l'INSEP, où tu accompagnes différentes fédérations, différents sports, durant toutes les phases de préparation et pendant les grandes compétitions, championnats du monde notamment, et les Jeux Olympiques, où les nombreux athlètes que tu suis sont souvent sur la plus haute marche du podium. Tu as également suivi les joueurs de la Coupe Davis. Plusieurs fédérations te décrivent aussi comme l'une des meilleures préparatrices mentales de France. Je l'ai lu. Alors Anaëlle, tu es ceinture noire de judo, mais tu as préféré donner de ton énergie hors des tatamis pour accompagner les sportifs de haut niveau. Peux-tu me raconter ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir préparatrice mentale? Et comment tu es arrivée à l'INSEP? Écoute, déjà merci pour la présentation. Donc je suis psychologue clinicienne en fait. J'ai décidé juste après mon bac de partir plutôt sur des études de psychologie. Parce que j'avais envie de comprendre le fonctionnement de l'humain et de pouvoir aussi accompagner différents individus selon les événements de vie et les différents contextes. Donc du coup j'ai fait Psychoprat, qui est une école sur Paris et qui permet du coup d'être directement dans la pratique. Donc d'avoir différents courants au niveau de la psycho et ensuite pouvoir être en stage dès la première année, ce qui m'intéressait. Donc j'ai déroulé mon parcours à Psychoprat sur les 5 ans, sur l'aspect clinique, donc sur l'accompagnement, on va dire, l'individu. Et par la suite, je me suis spécialisée et en psychotrauma et en psycho du sport.
Du coup, j'ai fait un DU qui m'a permis de voir un peu ce qu'était la préparation mentale, donc de comprendre comment on pouvait aussi accompagner des sportifs sur le versant de la performance, avec des outils comme les outils assez classiques en fait de la préparation mentale, fixation d'objectifs, gestion des émotions, gestion de l'attention, de la concentration. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler avec différents athlètes, différents clubs, pour arriver à l'INSEP il y a déjà quasi 7 ans. Ok, c'est le sport t'intéressait en fait, donc t'es allé dans cette voie-là, on va dire, et finalement les fédérations t'ont emmené vers l'INSEP. Comment ça s'est passé? C'est toi qui as postulé vers là? Est-ce qu'on t'a appelé? En fait, j'ai 2 passions. J'ai la psycho et le sport, donc du coup naturellement l'idée c'était d'aller vers ça, et j'avais fait une candidature spontanée à l'INSEP l'année où mon ancien responsable m'a contacté, et du coup ils ont ouvert un poste, et à ce moment-là lui m'a appelé, j'ai fait l'entretien, et puis du coup ça a permis de concrétiser aussi l'objectif, on va dire, et au départ j'étais au médical. Donc plus sur le versant clinique, avec déjà une valence en préparation mentale, et ça a pris de plus en plus de place. Et donc là, à l'heure actuelle, c'est une grosse partie des accompagnements sur l'INSEP, et donc du coup, il y a une création de poste au pôle performance, où j'ai postulé, où j'ai été prise, et du coup, ça m'a permis d'être vraiment principalement sur l'accompagnement à la performance auprès de différentes équipes de France, et aussi certains athlètes en indiv. T'as abordé plein de sujets dont on parlera tout à l'heure, notamment les outils de la préparation mentale, mais aussi cette différence pôle médical et pôle performance. Mais avant de rentrer dans le détail de la préparation, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ton métier et ton rôle. Alors c'est hyper large, mais quel est le rôle du préparateur mental à l'INSEP? Quel est ton rôle, quoi, en fait? Mon rôle est assez large en fait. Donc pour donner une idée dans les grandes lignes, sur le médical, la priorité elle est sur le suivi thérapeutique et sur la prévention, et ils font aussi un petit peu d'aide à la performance. Sur le pôle performance, la priorité elle est sur la performance. Donc sur différents outils, moi je parle plutôt au final de psychologie de la performance, dont la préparation mentale est un des outils. Donc je vais accompagner, je travaille beaucoup avec l'escrime, là il y a aussi la gym féminine qui me sollicite, l'aviron. J'ai travaillé avec la boxe, donc là plus tu vois sur des collectifs, et puis après je vais avoir des athlètes en individuel. Donc l'idée c'est de les accompagner sur leurs différents besoins. Donc tu peux être sur tout ce qui est apprentissage de nouvelles habiletés mentales, ou aussi apprendre à mieux se connaître pour pouvoir aussi gérer la pression en situation, que ce soit à l'entraînement ou en situation de compétition. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place même les derniers mois avec le confinement, où quand t'es athlète de haut niveau et que t'as pas la possibilité de pouvoir être sur le terrain, t'entraîner, voire t'es enfermé dans ton studio ou ton 2 pièces à Paris, il y a des choses à mettre en place pour qu'ils puissent aussi continuer à être bien dans leur tête, à développer peut-être d'autres passions que le sport quand ils peuvent pas le pratiquer, et du coup développer aussi les différentes facettes de leur personnalité. Donc au final, l'accompagnement de la performance, il est assez large. Il se fait dans le bureau, comme là où on est, en individuel, il se fait avec les entraîneurs, il se fait sur le terrain l'entraînement, et il se fait aussi dans l'accompagnement en compétition. Et parallèlement à ça, j'anime aussi tout un réseau national avec les collègues du Grand INSEP. Donc c'est ceux qui vont être notamment dans les CREPS et puis dans certaines fédérations. Où là, l'optique, c'est de pouvoir d'une certaine manière développer une démarche d'accompagnement qui soit nationale, pour qu'on puisse justement renforcer la psychologie du sport et la préparation mentale avec une vision commune. Donc avec un groupe d'experts, on a fait un gros travail sur le langage commun, pour que psychologues, préparateurs mentaux, coachs ou chercheurs puissent parler à peu près le même langage, et qu'on puisse s'entendre sur ces différents éléments-là. Et du coup, on est en train de développer tout un suivi à long terme de l'athlète, donc à partir du moment où il rentre dans la structure jusqu'à sa fin de carrière, pour lui proposer différents types d'accompagnement et le développement aussi de différentes habilités ou compétences
psychosocial, communication, gestion des émotions, et sur le versant aussi entraîneur, il y a 2 groupes de travail qui sont déjà mis en place depuis 2-3 ans qu'on pilote avec Olivier, où l'optique justement c'est de pouvoir apporter de nouvelles compétences ou de nouveaux outils aux entraîneurs dans leur formation initiale et continue ou dans de l'analyse de pratique. D'accord. Ok. Du coup, tu sépares un petit peu ton côté psychologue clinicienne du côté préparatrice mentale un peu. C'est dans ces 2 pôles un peu que tu les différencies, ou vraiment tu les vois comme un seul et même métier? Pour moi, c'est un seul et même métier. C'est que clairement, c'est complémentaire. Et c'est 2 approches qui sont un petit peu différentes. Vraiment, alors c'est ma perception. Peut-être que les collègues auront une autre vision. La psychologie clinique, t'es sur être au chevet donc vraiment sur l'accompagnement et sur la compréhension de l'individu. Tu vas avoir des fois des demandes qui sont entre la préparation mentale où t'optimises et la psycho où tu entre guillemets, tu développes et t'apprends à mieux connaître. C'est pas si clair que ça. Mais je vais te donner un exemple. Tu vois, j'ai certains athlètes qui viennent en séance et qui me disent, bah voilà, en gros, ma problématique, quand tu creuses un peu, c'est que je suis toujours 2e sur le podium. Ok, t'es toujours 2e sur le podium. Frustrant et en même temps assez questionnant. Si tu mets de la préparation mentale en disant bah je vais l'amener à mieux se fixer des objectifs, à mieux gérer son stress, etc. Et la priorité c'est celle-ci. Le risque c'est que tu te trompes parce que au final il y a quelque chose de plus inconscient qui est en train de se jouer, où des fois c'est la peur justement du changement et d'être sous le feu des projecteurs et d'assumer toute la pression qu'il peut y avoir quand tu commences à être numéro 1 et que dans l'idée tu dois aussi faire face à ceux qui sont derrière, qui poussent, qui mettent la pression et assumer ce statut-là. Donc pour moi, c'est l'accompagnement à la performance, mais sur un versant beaucoup plus psycho, parce que tu comprends l'individu, tu cherches à comprendre le contexte, à comprendre ce qui se passe derrière, et tu l'aides aussi à prendre conscience de ce qui se passe pour l'aider à trouver des solutions. Et une fois que l'athlète prend conscience de ça, là, tu peux mettre en place de la préparation mentale. Ouais, d'accord. Donc c'est complémentaire et c'est, pour moi, voilà, un peu différent quand même. Ouais, et puis en plus, il faut bien que tu gères cet aspect où il faut pas finalement que tu ailles trop des fois vers la préparation mentale, parce que ça peut ne servir à rien pendant longtemps si derrière il y a pas cet aspect psychologie, on va dire. Ok, hyper intéressant. Et du coup, alors toute la préparation mentale, alors tu vas me dire si je dis faux. J'ai vu qu'elle était déplacée du pôle médecine au pôle performance il y a peu de temps. Alors pourquoi ce changement à l'INSEP? Est-ce qu'on peut dire que la préparation mentale, elle n'était pas du tout considérée comme un point essentiel de la performance, ou est-ce que on a essayé de coller à d'autres pays comme des pays anglo-saxons qui avaient déjà cet aspect performance avec la préparation mentale? Comment ça s'est... Je pense que c'est un processus à long terme. Au départ, tu avais une psychologue qui intervenait au médical et qui du coup a commencé petit à petit à faire de la prévention, faire de la thérapie, et puis quand ça a commencé à aller mieux, pouvoir s'orienter sur la performance. Et au final, c'est ça là-bas. C'est si t'as un athlète, on va vraiment caricaturer. Si t'as des athlètes qui vont pas bien parce que je sais pas moi, ils sont dépressifs ou ils ont des troubles du comportement alimentaire, mettre en place la préparation mentale, ça va être contre-productif. Donc l'idée, c'est déjà de les aider, eux, à aller mieux si jamais il y avait des problématiques psychiques, pour ensuite aller sur du développement et sur de la performance. Donc au fil des années, il y a eu un vrai travail de prévention, notamment sur le bilan SMR, qui est une spécificité française, où tous les athlètes qui sont sur les listes ministérielles doivent passer ce bilan psychologique pour identifier si ça va pas, et puis le cas échéant leur proposer aussi un suivi. Qu'est-ce que tu appelles les listes ministérielles? C'est tous les athlètes de haut niveau, tous ceux qui sont listés athlètes de haut niveau. Et donc du coup, avec ce travail de prévention, ça permet qu'il y ait des suivis psy, soit de soutien, soit thérapeutique, qui soient mis en place plus tôt. Et puis ça a permis au fil des années de pouvoir aller plus facilement sur la performance, parce que le travail, on va dire, de mieux-être était déjà fait. Et donc là, depuis quelques années, on est en train de basculer sur les chiffres qu'on a, mais qu'il faudrait affiner, mais quasiment à 50-50.
Okay. D'où le fait aussi d'aller sur la performance, et on est plusieurs à intervenir sur la performance. J'ai une collègue qui est spécialisée sur l'imagerie mentale, qui du coup a cette valence-là. J'ai un collègue qui fait de la recherche. Alors, il a très peu de suivi, mais il est aussi dans cette dynamique de pouvoir être personne ressource si besoin. Et donc, on a séparé les espaces, et ça, c'est plus une demande de la direction de séparer les espaces pour que ce soit aussi plus clair pour les athlètes et pour les staffs. Ok. D'accord. Et tu remarques est-ce que tu remarques un vrai apport maintenant que c'est à la performance? Est-ce que tu remarques des résultats? Est-ce qu'on peut le voir, justement, tu parlais de chiffres tout à l'heure, est-ce qu'on peut le voir au niveau des chiffres que ça, en termes de résultats, qui est assez impactant sur certains athlètes, que cette préparation mentale, elle soit mise plus vers la performance, justement, et qu'elle soit vraiment entendue vraiment comme telle, quoi? Alors pour moi, il y a différents signaux. Et ils sont pas forcément chiffrés, ils sont vraiment plus observables et ressentis. Il y a de plus en plus d'athlètes qui sont en demande sur la préparation mentale, sur l'optimisation de la performance. Donc du coup, déjà, c'est moins tabou et ils sont plus disposés à aller vers ça. Et vraiment, il y en a certains où j'ai dû les orienter parce que j'ai pas assez de disponibilité pour pouvoir tous les accompagner. Ah oui, donc il y a une demande énorme. Donc il y a vraiment une demande qui est beaucoup plus importante. Il y a des entraîneurs qui sont en demande. Du coup, j'accompagne aussi certains entraîneurs pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Pour eux-mêmes. Et pour adapter leur coaching et commencer à mettre en place de la préparation mentale auprès des collectifs. Et ça, c'est assez récent globalement. Et puis, en étant de plus en plus sur le terrain, il y a aussi des choses qui se mettent en place lors des entraînements et au moment des compétitions. Les scrims, par exemple, ils aimeraient bien que je sois encore plus présente pour être là sur certaines compétitions. Alors, l'idée, c'est de pas être là à chaque fois, parce qu'il faut aussi qu'ils soient autonomes et qu'ils arrivent à mettre en place les choses sans que y ait un lien de dépendance avec un intervenant ou une intervenante dans l'aide à la perf. Et puis, après, il y a aussi le retour des athlètes et leur vécu. Quand par exemple Enzo fait sa médaille au monde, ou même Pauline en 2019, et que du coup ils vont aussi verbaliser que c'est grâce au préparateur physique, à la préparatrice mentale, donc en l'occurrence moi, et à une collègue qui est plus sur le travail posturaux. Tu te dis quand même que ça a aussi un impact, et donc le vécu des athlètes dans ce qu'ils vont nous dire en entretien ou dans ce qu'ils peuvent véhiculer petit à petit dans les médias va aussi dans ce sens-là. Ok. Et toi, tu veux essayer, justement, ce que tu dis là, tu veux essayer de détacher un peu, pas de détacher ce côté, mais tu veux qu'ils essayent de se détacher quand même et qu'ils arrivent à faire ce propre travail eux-mêmes après, c'est ça? Ouais, dans l'optique. Ils ont en l'optique. quelque sorte plus besoin de toi. Pour moi, c'est l'une des premières choses que je dis en entretien, c'est le lien de confiance. Donc ça joue à 50% sur le travail. Si tu te sens confiance, on va pouvoir travailler ensemble. Et puis c'est que je puisse aussi sentir la confiance. Ouais, bien sûr. Si c'est pas le cas, j'oriente. C'est la confidentialité. Donc même si des fois on est plus sur l'optimisation de la performance, ça reste confidentiel. Alors je vais faire plus de liens avec les entraîneurs, mais toujours avec l'accord de l'athlète, et idéalement on le fait à 3. Et puis aussi en effet cet aspect-là. Ok. Alors tu parles de justement de relations de confiance entre les athlètes et toi. Est-ce qu'il doit y avoir une relation fusionnelle qui doit vraiment s'établir entre un athlète et sa préparatrice mentale, comme on peut avoir dans la relation entraîneur-athlète, où les deux doivent quand même très bien s'entendre et se comprendre? Est-ce que c'est vraiment une relation que des fois est-ce que ça colle pas et tu te dis non, j'y vais pas, je préfère ne pas t'accompagner? Alors fusionnel, pour moi le mot est trop fort et il pourrait justement être dangereux, vu que l'optique c'est qu'il puisse à un moment donné être autonome. Tu vois, il y a une athlète avec qui j'avais travaillé pendant 2 ans qui après avait arrêté. Elle était partie sur plus sur tout ce qui était en lien avec l'aspect technique. Elle est revenue parce qu'elle avait besoin qu'on reparte ensemble sur un travail. On a refait un bloc là d'1 an et demi. Et puis elle m'a dit écoute là ma priorité c'est mes études, les grosses échéances notamment sur le TQO ça va être à partir de janvier, donc sur les prochains mois je me sens de gérer, et voilà, on refait un point en janvier. Très bien en fait, parce que si elle est en capacité à avoir intégré les différents outils et qu'elle apprend, elle se connaît mieux, c'est elle qui est maître de son projet, et c'est elle qui va pouvoir le mettre en place sur le terrain et faire le lien aussi avec l'entraîneur. Donc si elle a plus besoin de moi, c'est que j'ai réussi mon job. Ok.
Ok. Et justement avec cette relation, donc là je vais aller un peu plus loin, avec cette relation avec l'athlète, comment t'arrives à sentir qu'un athlète, justement, il a besoin, il est bien mentalement, je veux dire, j'entends au sens large, ou est-ce qu'il est dans une situation compliquée, de stress? Comment tu le remarques? Comment tu le sais, quel va être le point entre, bon, il lui faut de la préparation mentale ou il lui faut quelque chose de plus, un aspect plus psychologique et aller plus dans le fond? Alors, c'est une bonne question. Il y a une vraie zone grise en fait. Et cette zone grise, elle fait le lien entre l'optimisation de la performance et la psychologie. Après, je suis psychologue avant d'être préparatrice mentale et je pense que je fonctionne aussi même naturellement beaucoup avec ce versant-là. Donc, je vais toujours chercher à creuser derrière la demande pour comprendre ce qui est latent, ce qui est implicite, explicite, donc ce qui est aussi conscient ou inconscient. Et il y a des fois où ils vont tous venir en disant bah voilà, moi je veux optimiser la performance, je gère pas mon stress en compétition, ou j'ai pas confiance. Et puis en fait tu creuses un peu et derrière le j'ai pas confiance, bah il peut y avoir le fait de chercher à plaire à ses entraîneurs, chercher à plaire à ses parents et du coup ressentir une certaine pression par rapport à ça. Donc tu vas d'abord travailler là-dessus avant de l'aider à mieux respirer, à se fixer des objectifs, à mettre en place une routine de performance, etc. Donc il y a une vraie zone grise et pour moi on est quand même beaucoup entre les deux et je vais beaucoup utiliser aussi la psychologie dans ce qu'on appelle communément la préparation mentale. D'accord. D'où l'aide à la performance ou la psychologie de la performance. Ok, ouais, du coup tu apprends en quelque sorte de l'athlète au fur et à mesure et puis tu itères et puis tu modules s'il faut plus ou moins de ça, quoi. Et j'irai même plus loin, tu vois, sur le premier entretien, je vais aborder les différents domaines de vie. L'aspect sportif, mais aussi scolaire, professionnel, familial, amical, affectif, pour voir si y a des fois, tu vois, par exemple, un problème de communication avec un entraîneur. Bah, des fois, tu peux te rendre compte que ce problème de communication, il est présent aussi dans d'autres domaines de vie. Oui. C'est pas seulement l'entraîneur qui est en cause finalement avec... C'est ça. Et donc, c'est toujours de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a des choses qui sont transposables d'un domaine à l'autre? Et par rapport à ça, bah, tu comprends mieux le mode de fonctionnement de l'athlète, de son environnement, et tu peux l'aider petit à petit, lui, à trouver des solutions. Plutôt de dire, bah, c'est la faute de l'entraîneur. OK, tu peux pas maîtriser l'entraîneur. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas mettre en place? Et dans ton contexte de vie, est-ce qu'il y a des choses que tu peux adapter pour que ça se passe mieux dans ta communication avec ton entraîneur, mais peut-être aussi avec d'autres personnes? Et est-ce qu'il y a une recette, on va dire, magique? Bon, c'est gros de dire ça, sans aller jusque-là, mais donc tu parlais d'outils tout à l'heure qui marchent sur tous les athlètes. Est-ce que tu peux me décrire justement les différents outils donc que tu utilises, qui sont pas basiques, mais qui sont la base en fait des outils de la préparation mentale et qui vont être utilisés pour les athlètes? Alors, clairement, il n'y a pas de baguette magique. D'accord. Et le tout, c'est de pouvoir individualiser enfin, j'ai envie de te dire encore plus avec là les athlètes. Moi, je travaille principalement avec les athlètes olympiques. Tu peux pas coller une recette en disant c'est comme ça que ça va fonctionner. Après, dans les principales demandes, tu vas avoir donc la fixation d'objectifs, la gestion de la confiance en soi, la motivation, l'engagement, tout ce qui va être plus en lien avec, entre guillemets, le traitement de l'information, la sphère cognitive, donc la gestion de la concentration, la gestion des distractions, la manière dont il se parle, donc son discours interne, est-ce qu'il est plutôt positif, est-ce qu'il est plutôt négatif, orienté sur la menace ou sur les opportunités, des choses comme ça. D'accord. Ou le traitement de l'information et la prise de décision. Et après, tu vas avoir la sphère psycho-affective sur la gestion des émotions, grosso modo, quelles qu'elles soient, et puis aussi le rapport au corps. Plus tard, on rentre un peu plus dans le détail sur certains outils qui sont hyper intéressants. Juste avant, j'ai lu en préparant cette discussion certains psychologues qui disaient dans le sport de haut niveau, qui disent qu'il faut être des fois un surdoué pour être sportif de haut niveau, pour être capable de surpasser. Est-ce que tu penses que c'est le cas, qu'il faut avoir un grain, comme on dit, un grain de folie? Est-ce que ça n'est pas donné à n'importe qui d'être athlète de haut niveau, ou tu penses que finalement ça n'a pas du tout un lien avec être surdoué ou avoir quelque chose en plus dans la tête? Alors, surdoué, on est sur tout ce qui est haut potentiel. Tu vois, si tu juste sur le vocabulaire, tu transposes à ce qu'on dit maintenant. Donc c'est des personnes qui vont avoir des QI supérieurs. Et il me semble que c'est 120 ou 130. C'est plutôt 120. Donc
il y a énormément d'athlètes de haut niveau, je suis pas forcément sûre qu'ils soient surdoués. Je pense qu'ils ont des qualités intrinsèques et des qualités qu'ils ont développées qui leur permettent justement d'être là où ils sont à l'heure actuelle, et ils vont avoir en effet une particularité qui fait qu'ils vont pas faire exactement comme tout le monde, parce que si ils font comme tout le monde, bah au final t'arrives au même résultat. D'accord. Ils vont avoir cette spécificité, soit dans le caractère, soit peut-être aussi en effet au niveau intellectuel ou au niveau émotionnel, de s'adapter et de développer d'autres ressources pour faire face à des situations qui sont quand même très particulières et parfois aussi très stressantes. Mm-hmm. Donc je le verrais plutôt comme ça. Ok. Ouais, c'est des personnes qui ont quelque chose, mais que ce soit pas automatiquement au niveau du QI, comme tu dis, mais qui ont quelque chose finalement en plus ou quelque chose de particulier qui leur permettent de surpasser. Et qui vont réussir à cultiver cette différence-là aussi. Ouais. Ok, toi tu les aides justement à cultiver cette différence, à trouver leur, on va dire leur différence à eux et de essayer de cultiver ça. Je vais dans ce sens-là, ouais, sur les accompagnements et aussi dans le fait de pouvoir assumer leurs différences par rapport à des éléments qui des fois sont vécus comme plutôt des freins et en fait qui peuvent être vraiment des choses qui vont les aider à aller encore plus loin et à se différencier des autres dans la vie de tous les jours ou sur la piste, sur le terrain ou sur le ring. Alors justement, tu parles de différenciation sur le terrain ou sur la piste ou sur le ring. Je voudrais parler d'habitudes des sportifs. On parle aussi de routine. Je t'ai entendu dire certains moments où j'ai lu, où j'ai entendu certains le voient comme des rituels, des tocs. Alors Teddy Riner qui garde sa ceinture noire de son entraîneur qui lui a donné, Basile Boli qui garde le même slip durant toute sa carrière, Rafael Nadal et ses bouteilles d'eau, Tiger Woods qui porte toujours son polo rouge à chaque dernière journée de tournoi. Comment tu nommes ces habitudes déjà et à quoi cela peut servir sur le plan psychologique d'un athlète? Alors, je ferai la distinction entre superstition et routine. Superstition, c'est le fait de dire bah si j'ai pas ça ou si je fais pas ça, ça va pas marcher. Donc du coup, t'es sur quelque chose d'assez entre guillemets fantasmatique. Routine, l'idée c'est alors pareil, dans la manière dont je le travaille, après ça peut, selon les praticiens, il peut y avoir des visions un peu différentes, mais c'est de se dire, ok, t'as besoin globalement d'être dans quel état émotionnel pour être performant et bien à l'instant T. Est-ce que c'est plutôt calme, est-ce que c'est plutôt agressif, etc. Enfin, donc t'identifies cet élement-là. Comment tu l'identifies? C'est lui qui va te parler ou tu vas le voir, tu vas aller regarder comment il est en compétition ou en entraînement? On va le travailler au fur et à mesure aussi des entretiens pour identifier à quel moment il est bien, quand est-ce que ça se passe bien en compétition, quand est-ce que ça se passe moins bien, comment il arrive à switcher entre guillemets d'un état émotionnel à l'autre dans un même match ou dans un même combat par exemple. Donc ça se fait au fur et à mesure. Une fois que tu identifies ça, bah après tu crées ce qu'on appelle les routines et Nadal en parle très bien dans son livre, c'est comment tu rentres dans ta bulle. Nadal, dans les grandes lignes, tu vas avoir le moment de la douche où du coup, bah ça y est, il commence à rentrer dans son match. Il commence à sentir son corps différemment parce que bah la douche elle est froide et il commence à se concentrer. Il y a le moment où il est avec son kiné sur le strap, etc. Et petit à petit, il rentre dans sa bulle pour maîtriser les choses au fur et à mesure et être prêt à l'instant T. Et l'objectif de la routine, c'est aussi de réussir à être dans l'instant présent, focalisé sur les bons éléments sur la performance. Donc, face à énormément de choses qui sont non maîtrisables, l'adversaire, l'arbitrage, les conditions météo selon les sports, etc., c'est de trouver ce qui t'aide à être dans l'instant présent et sur des choses maîtrisables. Donc en fait, mais c'est ma vision des choses, que t'es le bon caleçon ou pas le bon caleçon. Si tu dis, ah là là, j'ai oublié mon caleçon et je vais pas pouvoir faire ma compétition aujourd'hui, bah t'es pas en maîtrise et t'es pas en train de mettre en place les choses qui vont t'aider. Si par contre tu dis bah je sais quand même le faire même si j'ai pas mon bon caleçon ou même si j'ai pas la bonne ceinture ou autre, bah du coup t'es déjà dans une optique davantage pour moi maîtrisable. Ok. Donc t'apprends un peu aux athlètes à le chercher peut-être cette routine et aussi à pouvoir la chercher, la connaître et aussi pouvoir l'enlever au cas où justement c'est pas possible dans certaines conditions de l'avoir. Bah c'est de pouvoir s'adapter, tu vois. J'ai eu encore une situation hier où j'ai échangé avec une athlète. On a travaillé sur la routine et puis elle a eu deux situations là sur un stage équipe de France. Une situation imprévue, le J1
Okay. Et c'est la première fois qu'elle mettait vraiment en place sa routine, tu vois. On est au début de l'accompagnement. Et du coup, un peu prise de panique, elle a eu du mal à s'adapter à ces imprévus. C'était pas dans la bonne salle, c'est pas ce qu'elle avait visualisé, etc. Okay. Et donc, du coup, il y a certains des petits défauts qui sont ressortis. Et en même temps, elle a réussi à mettre certains outils en place pour s'adapter parce qu'on les avait vus et donc à se remettre dans sa bulle au fur et à mesure de, on va dire, la situation type compétition. Et J2, elle était préparée. Et donc, du coup, elle a réussi à dérouler sa routine, elle était bien, et ça l'a aidé à se mettre, dans sa bulle au fur et à mesure, avec le bon niveau d'activation, le bon niveau, entre guillemets, d'intensité émotionnelle en fonction des situations. Et du coup, on a commencé à travailler sur la gestion des imprévus. Si à un moment donné, tu passes pas à l'heure que t'as prévu, t'as plus longtemps à attendre avant ton passage. Donc du coup, ça joue quand même sur l'activation physique ou mentale. Ou au contraire, tu dois passer plus vite, ou c'est pas la même salle, ou tu vois, l'escrime, c'est pas la même piste, etc. De pouvoir mettre en place des petits éléments qui l'aident à se reconcentrer et à se sentir en maîtrise avant de rentrer sur la piste. Ok. Et ces petits éléments, tu peux les considérer en fait comme d'autres routines en fait. Voilà, des routines, mais pas forcément des superstitions. D'accord. Après, ils peuvent avoir des superstitions. Et tu vois, je vais leur dire, tu vois, ça c'est peut-être plus une superstition. Après, tu la gardes pas. C'est toi qui vois, tu décides. Mais c'est pas la même chose qu'une routine. Ok. Et justement, pour rentrer dans cette bulle, tu penses que il faut automatiquement pour l'athlète, il faut automatiquement que les athlètes aient tous leur routine en quelque sorte, ou il y en a qui n'en ont pas besoin du tout et qui arrivent à rentrer dans leur bulle sans ça? En fait, c'est une très bonne question. Je pense que globalement, ils ont tous une routine, mais qui va être très particulière. Tu vois, t'en as certains, t'as l'impression qu'ils vont pas rentrer dans leur bulle parce que eux, ils ont besoin de déconner avec les partenaires d'entraînement avant, tu vois, par exemple dans les sports co, je sais pas moi, rugby ou même l'escrime sur le par équipe ou handball, etc. T'en as qui vont être dans leur bulle avec leur musique, et puis t'en as qui vont déconner, qui vont être et qui vont avoir besoin d'extérioriser avant de rentrer dans leur match. Et du coup, ça, d'une certaine manière, s'ils le font pas et si on leur dit, écoute, là, t'es pas sérieux, t'es pas concentré, ça le fait pas. Donc maintenant, je caricature, mais tu te tais et tu restes calme et tu te mets dans ton échauffement. Eux, ça va moins leur convenir. Oui, d'accord. Tu vois, donc c'est aussi propre à chacun. T'en as qui ont besoin des choses très structurées. Nadal, c'est un bon exemple. Et puis t'en as, ils vont avoir un côté un peu plus artiste, entre guillemets, et ils vont l'adapter. Ils vont avoir aussi besoin de changements dans leur routine. Et en même temps, il y a un fil conducteur. Ouais, tu regardes. Alors, ça se trouve, il avait plein de routines, Usain Bolt. Mais quand tu le regardes avant une compétition sur la piste, il rigole, il déconne, il regarde les caméras et tu te dis, il est pas du tout concentré. Et en fait, finalement, le mec est au top quand il faut. Exactement. Peut-être que c'est leur bulle finalement à eux. Ouais, exactement. Super intéressant. Donc t'accompagnes des athlètes individuels comme t'as dit, mais aussi des équipes, tu l'as dit. Alors ma question, elle porte sur la cohésion d'équipe. Quels sont les rôles de chacun dans une équipe? Est-ce qu'il y en a des rôles définis? Et comment tu définis le rôle de chacun dans une équipe? Bonne question. Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend aussi des sports et ça dépend ça dépend des entraîneurs, ça dépend des objectifs. L'escrime, t'es sur un sport qui est individuel et à un moment donné, ils vont tirer par équipe, mais ils tirent pas en même temps, ils tirent les uns après les autres. Donc, tu vois, déjà sur la dynamique, c'est particulier parce que ils peuvent être concurrents et ils peuvent être partenaires. Donc tu vas créer. Alors je l'avais travaillé avec notamment une des deux équipes où l'idée c'était de voir tout ensemble, c'était avec les filles, leurs besoins, qu'est-ce qu'elles attribuent en termes de compétences à leurs partenaires, à leurs coéquipières, et quels sont les besoins en face pour pouvoir du coup justement définir les rôles. Et puis ce qui est ressorti, c'est que t'en as une qui était plutôt leader, qui avait besoin, tu vois, avant de rentrer sur la piste, d'avoir certains éléments sur des consignes, de pouvoir prendre un temps avec les coéquipières. T'en as une qui va être plutôt sur le fait de réassurer ou des fois de passer des consignes pendant la situation, etc. Tu vois, chacun a un rôle et l'idée c'est de le définir ensemble. Après, sur des sports t'interviens différemment parce que ça dépend aussi des postes. Et
Et du coup, ça se construit aussi au fur et à mesure, à la fois en partant de l'individu, c'est-à-dire quels sont ses besoins, quelles sont ses forces, quels sont ses axes de travail, quels sont ses objectifs individuels, quels sont les objectifs de l'équipe, quels sont les objectifs du club, tu vois, par exemple. Et puis après, tu travailles sur le collectif là-dessus pour s'accorder sur une vision commune. Et pareil, de pouvoir apprendre à mieux se connaître et de se dire, bah tiens, quand je réagis comme ça, au final, mon besoin, c'est plutôt ça, et inversement. Et tu le construis dans le temps avec différents types d'ateliers. Alors, c'est difficile là à expliquer en quelques mots, mais ça dépend. Ouais, je trouve vraiment du contexte, du type de sport et puis l'encadrement qu'il y a autour. Et alors justement sur un sport d'équipe individuelle, je vais parler comme ça, mais par exemple sur l'escrime ou par exemple sur le judo où ils vont pareil, ils vont être individuels et après ils vont combattre en équipe mais chacun leur tour. Est-ce que tu peux me donner un exemple de rôle qu'il peut y avoir? D'ailleurs, je dis des exemples comme ça, hein, un leader, quelqu'un qui va être plutôt le coach interne de l'équipe, je veux dire la personne qui motive les troupes un peu, tu vois, est-ce que tu as des rôles vraiment que tu peux avoir si tu peux me donner un exemple sur l'équipe d'escrime par exemple, est-ce que il y a des rôles définis? Alors, quelles que soient les équipes, tu vois, dans ces sports, mais t'as la même chose sur les sports co à proprement parler, tu vas souvent identifier, et l'idée c'est de les accompagner là-dedans aussi, un leader affectif et un leader opérationnel. Le leader affectif, il va être plutôt dans cette idée de des fois réassurer, des fois justement apporter de la bonne humeur, apporter cette énergie-là dans le relationnel. Et puis les leaders opérationnels, c'est ceux qui vont, de par leur expertise technico-tactique ou de par leurs résultats, aussi avoir ce versant où on va les écouter. Parce que quand lui il parle ou quand elle parle, c'est fort probable que ce soit entre guillemets l'une des meilleures solutions. Et donc du coup, c'est d'identifier ces leaders-là, idéalement en positif, parce que des fois tu vas les avoir en négatif et ils vont avoir plutôt une dynamique où des fois ça peut plomber un peu l'équipe ou ça peut aller à l'inverse de ce que l'entraîneur prône, tu vois. Donc c'est d'identifier en positif, en négatif, mais voilà, tu peux avoir ces deux rôles. Des fois c'est la même personne qui a ces deux rôles-là. Et puis après, t'as différentes personnes qui s'organisent autour et après, oui, t'as différents profils. Mais les principaux, pour moi, c'est ceux-là. Et justement, donc tu vas définir un peu ces rôles et quand tu vas l'expliquer peut-être aux athlètes ou aux équipes, est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas rentrer dans ce rôle? Par exemple, tu penses que tel athlète, l'athlète A, c'est un leader affectif et l'athlète B, c'est un leader opérationnel. Quand tu vas dire à l'athlète A, tu es plutôt leader affectif, il va se dire ah ben non, moi je suis un opérationnel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment tu gères ce cas-là quand t'as un athlète qui veut pas rentrer dans son rôle en fait finalement? En fait, je le dis pas comme ça. Ok. Tu vois, je passe vraiment par l'équipe où je les mets en situation et de par les situations, les rôles vont émerger. Et j'apporte aussi, alors c'est ma casquette peut-être psy, beaucoup de questionnements. D'où tu vois par exemple dans l'équipe quelles sont les forces de chacun ou de chacune, quels sont peut-être les axes de travail et puis qu'est-ce qui ressort globalement. Et du coup les leaders affectifs par exemple ou opérationnels, ils vont ressortir naturellement. T'en as certains qui vont se dire ah oui, je pensais pas que j'étais comme ça. Oui, sauf que t'es reconnu en tant que tel par l'ensemble de l'équipe. Donc en effet, tu vas avoir cette valence où tu vas rassurer, où tu vas motiver, et au final, ça apporte positivement à l'équipe. Et petit à petit, t'en as qui vont le prendre naturellement, t'en as où pour eux c'était déjà clair et visible en amont, et puis d'autres où des fois aussi l'idée c'est de les accompagner pour qu'ils assument ce rôle-là et qu'ils se sentent ok dans ce rôle-là. Et vu que c'est quand même plutôt valorisant, c'est rare de dire non, je veux pas de ce rôle-là. Donc tu les accompagnes et ça va aussi dans le sens que les entraîneurs souhaitent. Alors des fois, t'as des entraîneurs qui vont identifier des leaders et au final, dans les faits, c'est peut-être pas le leader affectif et du coup c'est peut-être plus un autre. Donc c'est aussi tu vois de faire tout ce travail-là. Mais je vais pas dire toi t'es comme ça ou t'es pas comme ça. C'est de par les ateliers, de par les questionnements ou les situations que ça émerge et du coup c'est aussi les athlètes ou les entraîneurs qui vont le verbaliser. Ok. Oui, t'émets jamais des indications blanc ou noir. Tu sous-entends des choses et t'essaies de les faire se questionner, surtout en fait pour qu'ils découvrent les choses d'eux-mêmes. C'est ça. Ok, ouais, hyper intéressant.
Alors on a parlé de plein justement de choses générales par rapport aux athlètes. Alors tu vas me dire si c'est possible ou pas. J'ai eu envie de faire une petite rétrospective pour te remémorer des souvenirs. Alors je sais que tu accompagnes de nombreux sportifs, médaillés mondiaux, mais j'aurais voulu zoomer sur une en particulier, Madeleine Malonga, plusieurs fois championne de France, championne d'Europe, championne du monde. Actuellement elle est première mondiale dans sa catégorie. Alors je ne sais pas si c'est possible, comme tu disais tout à l'heure, pour si ça rentre dans le secret ou pas. Est-ce que tu peux me raconter toute la démarche de la préparation mentale avec elle, ta première rencontre, comment ça se passe, et le suivi que tu vas avoir avec elle jusqu'au jour des championnats du monde à Tokyo l'année dernière, par exemple, où elle remporte le titre. Quelles sont toutes les étapes, les différentes étapes pour l'amener finalement? Je sais qu'il y a plein de choses et c'est pas que la préparation mentale qui vont l'amener au titre mondial, mais jusqu'à l'amener au titre mondial. Alors, c'est délicat parce que, en effet, j'ai pas échangé avec elle en amont pour savoir ce que je peux dire ou pas dire. Après, peut-être qu'elle sera ouverte aussi, elle, à en discuter avec toi là-dessus. Complètement. Dans les quelques éléments, parce qu'en effet, elle en avait parlé notamment sur le tournoi de Paris, et donc du coup, ça permet de dire oui, en effet. Donc on l'appelle Mado, mais Madeleine, je l'accompagne parce qu'elle l'a verbalisé et qu'elle l'a dit de manière assez large. Sur le premier entretien, c'est comme tous les entretiens avec les athlètes, c'est ce que je te disais, c'est que je vais chercher à creuser les différents domaines de vie, comprendre son besoin, comprendre son mode de fonctionnement, comprendre ses ressources, quels que soient les domaines, et comprendre les axes de travail. Et ensuite, à la fin du premier entretien, je vais proposer des axes de travail en disant voilà, à l'heure actuelle, sur un échange qui est un échange d'1 heure, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir aussi avoir son retour, savoir si c'est ok, pas ok, et d'en discuter. Ce que je vois en termes de pistes, c'est plutôt ça, tes ressources c'est plutôt ça, et donc du coup on pourrait éventuellement travailler là-dessus si ça te convient. Et après tu tires le fil. En fait, on est parti d'une demande et je pourrais même plus te dire quelle est la demande sur le premier entretien. Ça part d'une demande en fait au départ. Ouais, alors en fait si je me rappelle de la demande, mais tu pars d'une demande et puis au fur et à mesure en fait tu tires le fil et en ayant cette double valence, meilleure connaissance de soi et de son environnement, l'aspect plus psy, et aide à la performance outil, tu commences à poser des choses et maintenant on est sur des éléments extrêmement fins, sur des éléments très précis, très individualisés, sur mesure, qui lui permettent à elle de le mettre en place et à l'entraînement au quotidien. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et puis après c'est vrai qu'avec la casquette judo, je comprends bien ce sport et donc exactement. Donc sur l'aspect technique, quand elle me parle de prise, je comprends ce que c'est. Et aussi en compétition pour qu'elle puisse s'adapter et on travaille en fonction de chaque compétition de manière spécifique parce que t'abordes pas de la même manière un tournoi de Paris ou une qualif pour les Jeux ou les Jeux s'ils ont lieu là sur Tokyo ou les France, etc. Donc après, l'idéal, c'est éventuellement que tu l'interroges et voir ce qu'elle est prête à dire. Mais voilà, sans son accord, bien sûr. J'irai pas au-delà de ces éléments-là. Et sans parler de Madeleine Malonga, ou en parlant, mais je veux dire, une semaine avant une grande compétition, est-ce que ton rôle va être différent de l'accompagnement que tu fais sur toute la durée de la préparation une année avant, vraiment quand il y a une compétition très importante, par exemple je parle de championnat du monde ou Jeux olympiques, la semaine avant, est-ce que ça va être particulier ou tu vas continuer dans le même accompagnement ou vraiment tu vas les préparer pour le jour J à ce moment-là? C'est une très bonne question. En fait, ça dépend vraiment des échéances. C'est-à-dire que de manière un peu plus macro, tu vois, je vais faire un parallèle. J'avais un athlète qui est venu 6 mois avant les Jeux de Rio en me disant voilà, je suis pas motivée, je me questionne, c'est difficile pour moi et pourtant je suis à 6 mois du rêve olympique. 6 mois avant, je lui ai dit ok, il y a des choses sur lesquelles on va travailler. Par contre, je pourrais pas t'accompagner surtout au niveau de l'aide à la perf. Donc l'optique, ça a déjà cette question sur la motivation et t'aider à te remobiliser à l'entraînement et du coup construire la démarche jusqu'au jeu. Mais 6 mois, ça reste quand même court pour des athlètes de haut niveau. Donc déjà, il y a cette notion de temps. Mado, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble, donc du coup, il y a un vrai travail en continuité et
je l'ai même ressenti, tu vois, sur le confinement, la manière dont elle l'a géré. Il y a des choses où on voit qu'elle se connaît bien, qu'elle a automatisé même certains outils parce qu'elle les a transposés pour mieux vivre le confinement que d'autres athlètes. Donc c'est vraiment aussi un travail à long terme. Par rapport aux échéances, les France, pour elle par exemple, ou pour d'autres qui sont en course sur les Jeux, il y a quand même moins de challenge qu'une qualification olympique. Oui. Ou tu vois un grand slam. Donc du coup, on va aborder les choses où sur ce type d'athlète-là, tu commences à peut-être transposer certains objectifs techniques ou mentaux et puis te les approprier dans un contexte où il y a un petit peu moins d'enjeux. Et dans une phase où tu es à quelques jours d'une grosse compétition, déjà on l'a travaillé en amont et on va recibler aussi sur certains objectifs, sur certaines routines parce que tu te prépares pas de la même manière, il y a plus d'enjeux, donc il y a peut-être plus de choses à travailler sur la gestion des émotions, sur la concentration et puis redéfinir un plan qui soit clair aussi avec l'entraîneur sur les éléments technico-tactiques, etc. Donc ça s'adapte aussi vraiment par rapport au type d'échéance et par rapport à la durée du suivi. À 6 mois, tu fais pas la même chose face à, tu vois, une échéance comme les Jeux, versus quand ça fait 4 ans que tu travailles avec l'athlète et que du coup, t'as vraiment pu mettre en place énormément d'éléments au fur et à mesure des saisons avec des grosses échéances pour se préparer à Tokyo ou à Paris. Avant mes 3 petites questions rapides, j'ai une dernière question. Souvent, on associe préparation mentale. Maintenant, en fait, et ça se démocratise de plus en plus, la méditation. Est-ce que c'est un aspect que tu fais rentrer justement dans la préparation mentale? Est-ce que c'est complètement dissocié? Est-ce que c'est deux choses qui n'ont complètement rien à voir? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la méditation? Et est-ce que les athlètes sont en demande de ça? Et est-ce que tu leur conseilles aussi de faire de la méditation? Je l'utilise. Alors du coup, je vais reprendre plus, tu vois, le terme de psychologie de la performance, parce que prépa mentale, on est sur une boîte à outils, ce qui s'entend aussi, mais ça s'intègre à la psycho de la perf. La méditation, tout ce qui est mindfulness, je trouve que c'est très intéressant avec les athlètes jeunes ou élites d'ailleurs, pour se refocaliser sur l'instant présent, pour accepter aussi certains éléments de leur discours interne, parce que toute la journée tu penses, depuis que tu as le langage, donc depuis que tu es tout petit, tu réfléchis et tu penses, tu te parles. Donc des fois tu te parles en positif et puis des fois tu te parles en négatif. Des fois tu es concentré sur quelque chose et tu pars sur autre chose. Donc la méditation, la pleine conscience, elle t'aide aussi à travailler là-dessus, à être des fois plus centré sur ta posture, sur des sensations physiques. Donc je l'utilise dans beaucoup de situations différentes. Je vais l'adapter au contexte sportif en fonction des sportifs et en fonction des demandes, et je l'utilise beaucoup. Après, j'utilise aussi de l'hypnose dans certaines situations, tout ce qui est imagerie mentale, visualisation. Là, je me suis formée à Spotlight, donc c'est plutôt un outil qui est utilisé par les équipes anglaises. Notamment plutôt sur le travail d'équipe que sur le travail individuel, mais il y a les deux, donc c'est une autre grille de lecture. Est-ce que tu peux me dire en détail, est-ce que c'est un peu plus Spotlight? Spotlight, c'est un outil qui permet de voir tes préférences en termes d'état d'esprit et au niveau comportemental sur la sphère individuelle. Donc tu vas voir globalement dans les situations plus de menaces ou les situations où il y a des opportunités, comment tu vas plutôt te positionner et réagir, sachant que tu as toutes les préférences, mais on va dire que on les utilise différemment. Et du coup, tu peux ensuite le transposer sur le travail d'équipe. À se dire, tiens, lui, sa préférence, elle est peut-être plus empathique, alors que lui, elle est plutôt logique. Et donc, ça veut dire qu'en termes de communication, ça peut être très complémentaire à tel moment. Et puis, à tel moment, peut-être qu'ils se comprennent moins. Donc, déjà, en leur donnant une grille de lecture commune, ils vont mieux comprendre pourquoi il réagit comme ça, etc. Donc, c'est vraiment, tu vois, dans cette idée de meilleure connaissance de soi, avoir un profil d'équipe avec des préférences et travailler sur les complémentarités, parce qu'on a tous des qualités
et nos qualités poussées à l'extrême, bah, ça devient aussi un peu des freins. Donc c'est de voir comment rester agile et s'adapter aux différents contextes. Donc ça c'est voilà, ça vient d'Angleterre. C'est utilisé avec un certain nombre d'équipes nationales là-bas, et je trouvais intéressant d'aller là-dessus. Mais t'as énormément de champs différents. Je vais utiliser tout ce qui est thérapie orientée solution en tant que psy. Ça aide beaucoup sur les entretiens, sur l'aspect motivationnel, tout ce qui est analyse transactionnelle, tout ce qui est thérapie acte. J'ai beaucoup travaillé en psychotrauma, et des fois t'as des choses à travailler en psychotrauma, notamment pendant ou après le confinement. Enfin, d'accord, oui. Donc c'est tout un bagage, et petit à petit, bah, tu développes aussi d'autres grilles de lecture, tes propres outils, et tu vas chercher d'autres démarches pour compléter aussi ta démarche d'accompagnement. Oui, t'as ta boîte à outils que tu complètes au fur et à mesure des années avec plein d'autres outils que tu vas chercher à droite à gauche dans différents mêmes pays, comme tu dis, avec Spotlight. Là, c'est hyper intéressant. Je t'ai pris déjà pas mal de temps. J'ai 3 questions rapides pour finir que je pose. J'en ai une première, c'est une question pratique. Alors ma question pratique d'aujourd'hui, c'est comment, alors t'en as déjà parlé un petit peu, mais vraiment si tu avais quelqu'un en face de toi que tu ne connaissais pas, comment se mettre dans une bulle? Est-ce qu'il y a quelque chose de technique à connaître pour essayer de me faire entrer dans ma bulle? Alors tu prends une baguette magique, tu exactement. C'est dur de te répondre parce que c'est très personnel et très individuel. Mais par exemple, pour me connaître, est-ce que alors je vais modifier ma question, mais pour connaître comment me mettre dans ma bulle, comment est-ce que je peux faire moi pour savoir comment est-ce que je peux me mettre dans ma bulle? En fait, je vais te poser pas mal de questions pour comprendre déjà qu'est-ce que ça veut dire pour toi être dans ta bulle, à quel moment tu l'as déjà été, que ce soit dans ton job ou que ce soit dans ton sport. Qu'est-ce que tu fais quand t'es dans ta bulle? Qu'est-ce que tu fais avant? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Enfin, tu vois, les différentes sphères comportementales, émotionnelles et cognitives. Et par rapport à ça, bah du coup, déjà toi, t'as des réponses et t'as des ressources que j'ai pas là en amont, qui vont t'aider à naturellement te mettre dans ta bulle. Et après, tu vois, des fois l'hypnose, l'imagerie, la visualisation, la relaxation, ça aide aussi quand t'as envie de te mettre dans ta bulle, mais en mode calme et posé, bah à plus facilement y rentrer. Donc c'est plus par le questionnement, et puis après tu rajoutes des petits outils que ça va permettre de l'identifier. Tu vois, par exemple, moi dans ma bulle, alors j'ai 2 types de bulles. Je vais avoir le fait d'être au calme, très concentré. Donc s'il y a du bruit à l'extérieur, ça va moins me convenir. Avoir une lumière particulière pour être bien concentré sur ce que je suis en train de faire. Donc pas en entretien, mais tu vois, sur d'autres projets. Je sais que je le suis plus en fin de journée. Des fois, je vais écouter de la musique, mais c'est jamais avec des paroles en français. Enfin, tu vois, c'est plein de petits éléments où du coup, bah quand j'ai besoin de bosser sur un projet, je vais plutôt me mettre dans ces conditions-là. Et dans le sport, bah pareil, plutôt concentré, et à un moment donné, je faisais de la boxe thaï, bah je vais monter en agressivité. Et du coup, dans ma bulle, je suis concentrée, je suis prête, mais je suis aussi entre guillemets un peu plus agressive pour être prête à réagir, pour ne pas avoir peur des coups en face, et être en capacité à ne pas surréagir mais agir au bon moment, tu vois. Et donc je mets en place des choses pour monter mon activation physique et mentale petit à petit. Donc c'est vraiment propre à chacun, et en fonction du contexte et de l'émotion, enfin du ressenti que tu as besoin d'aller chercher pour être performant dans cette situation et ce contexte-là. OK. Ça répond à ta question. Oui, complètement. Et puis c'est intéressant parce que tu parles d'analyser aussi d'autres situations de vie qui ne sont pas celles où on a besoin d'être dans sa bulle, finalement, comme tu dis, des situations où on a déjà été dans cette bulle. Mais c'est intéressant. Oui, en fait, il faut se poser des questions finalement pour essayer de rentrer dans sa bulle. J'ai une autre question. Est-ce que tu as une routine, toi, avant une compétition ou un événement majeur que tu as mis en place? Pour toi personnellement, en tant qu'ancienne judokate, alors ou ancienne judokate, ou toi quand t'as des conférences, on va dire, ou est-ce qu'avant une compétition, toi aussi, pour accompagner des athlètes, t'as besoin aussi toi-même de rentrer dans ta bulle, avoir une routine
Bonne question. Ça va dépendre des contextes. Tu vois, par exemple, le contexte comme ce matin où on prend un temps pour échanger. Je suis plutôt dans l'idée de suivre mon schéma habituel et d'arriver. Et justement, je préfère ne pas avoir les questions pour être spontanée et je suis très dans l'adaptation. Et c'est ce que je fais aussi dans certaines situations d'accompagnement pour éviter d'avoir déjà, tu vois, trop d'idées ou trop de peut-être même des freins. C'est j'arrive, je m'adapte à l'instant présent. Il y en a qui ont besoin de se préparer. Moi, je suis plutôt dans cette idée d'adaptation sur des conférences ou autres. Bon, alors, sauf si j'ai un sujet très précis à préparer, là, je vais le préparer. Mais j'aime bien aussi cet échange et cette adaptation. Dans les situations de compétition avec les équipes, ça dépend vraiment avec qui je suis. Après, c'est vrai que je mets un peu de temps à mettre en route le matin. Okay. Donc le petit café avant de discuter avec les autres. C'est pour ça que tu m'en as proposé un, pour voir le tien aussi. C'est ça. Bah, ça me permet, tu vois, de me réveiller, de commencer à voir un peu ce que je vais mettre en place. Et du coup, après, je regarde un peu les différentes échéances, le programme et je commence à mettre dedans. Et puis des fois, c'est même s'étirer un peu, enfin mettre en mouvement mon corps pour mettre aussi en mouvement ma tête. Et après, en situation de compétition, c'est plus ce que je te disais, être calme, gérer le stress avant, être de plus en plus concentré et posé, et puis juste avant de rentrer sur le tapis, de monter mon niveau d'agressivité. Donc, en fonction des contextes. Ouais. Mais je fais une petite parenthèse, tu vois, la question sur la bulle, elle est transposable à des chefs d'entreprise et elle est transposable à des jeunes qui préparent des examens ou des concours ou la prépa. Et en fait, j'ai des demandes des fois, alors j'ai une petite activité en libéral à côté, de chefs d'entreprise ou d'étudiants qui vont se dire, ok, bah là je gère pas mon stress parce que le contexte est assez compliqué, comment je peux faire? Et j'ai même mis en place des routines avec des DAF ou des RH avant des CODIR. Tu vois. Ok. Ouais, d'accord. Parce que tu peux le transposer à toute situation. Bah oui, complètement. Parce que situation en fait que l'athlète a de stress, de pression, de moments T où il faut être impactant, en fait, dans n'importe quel contexte tu l'as en fait. Et enfin, j'ai une dernière question. C'est la question conseil. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se dépasser, repousser ses limites, se surpasser? Bonne question. Quel conseil? Pour moi, je pense qu'il y aurait deux choses. La première chose, c'est apprendre à se connaître dans différentes situations. Donc, si tu le fais seul, c'est-à-dire que t'es pas accompagné, c'est d'écouter tes émotions. Tes émotions, elles vont aussi te guider sur ce qui est ok, pas ok. Je ressens de la colère, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui me va pas? Je suis heureux. Qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux faire pour le reproduire, etc. C'est un vrai guide. Sur certaines situations, type compétition, bah, c'est de te faire des petits débriefs. Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce que tu peux améliorer dans du positif comme des axes de travail. Moi, je parle pas forcément négatif, je parle plutôt d'axes de travail. C'est d'apprendre à connaître tes forces, les éléments à développer, techniques, tactiques, physiques, mentaux, hygiène de vie, d'avoir aussi le regard de certaines personnes, des partenaires ou des entraîneurs qui vont te permettre d'avoir une vision plus objective de comment tu fonctionnes d'une certaine manière. Et puis, bah, idéalement, c'est quand même, je trouve, d'être accompagné. Tu vois, moi-même, en tant que psy, je suis accompagnée. J'ai eu plusieurs psys. Là, à l'heure actuelle, j'ai une nouvelle thérapeute. On va travailler sur des éléments bien précis. Et moi, ça me permet de mieux comprendre mon mode de fonctionnement, mes réactions dans certaines situations, et du coup, de pouvoir être en maîtrise après. Si une situation un peu problématique revient, bah, je me dis, ok, alors, est-ce que je refais comme d'habitude et ça marche pas toujours, ou est-ce que je fais différemment et comment être plus en conscience de mes choix. Donc je trouve que être accompagné, ça aide aussi beaucoup parce que le regard extérieur va t'aider à prendre du recul sur les choses. Donc là, le premier élément pour moi, c'est la connaissance de soi. Et puis après, bah t'en as qui ont besoin de se dépasser, qui vont du coup chercher à, je pense, travailler sur la question du sens. Qu'est-ce que tu vas chercher derrière, d'un point de vue conscient, mais aussi inconscient. Quelles sont tes motivations et entre guillemets un peu le pourquoi de ton engagement et de tes actions. Ça, c'est le deuxième point. Et puis après, bah, par rapport à ça, tu fixes des objectifs, mais t'en as certains où tu vas pas aller dans le dépassement de soi. Je pense à des
ultra trailers par exemple, où c'est des profils où à l'inverse je vais les aider à apprendre à se connaître pour des fois poser des limites. Et oui. Du coup, avant de repartir pour ton 300 km et tes 20 000 des plus, tu prends un petit temps, tu checkes si ça va, physiquement, Pour mentalement. éviter les blessures finalement, éviter les... Ouais, et puis des fois même des situations graves où quand t'es bloqué en montagne sous un orage et que tu t'es pas posé, t'as pas récupéré. J'en ai déjà eu où ils étaient à deux doigts de mourir. Ouais. Donc là, tu vas pas les aider à encore plus se dépasser, tu vas les aider à mieux se connaître. Et du coup, des fois, à poser des petits temps pour récupérer ou savoir si t'y vas pas. Et si t'y vas pas, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères un peu, je sais pas moi, un quart d'heure ou autre, et puis après, tu repars, tu vois. Donc ça dépend aussi de qui t'as en face de toi. Ok, hyper intéressant. Le titre de l'épisode, ce sera peut-être mieux se connaître pour se surpasser. Mais merci beaucoup, en tout cas, Anaëlle. C'était très gentil, hyper instructif, et puis c'était pas un conseil, mais plein de conseils qu'on a eu tout au long de l'épisode. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Merci Anaëlle. Cet épisode est déjà terminé. Merci à tous ceux qui écoutent jusqu'à la fin. J'espère que vous retiendrez beaucoup d'apprentissage de celui-ci, comme ça peut m'apporter à chaque fois que j'en enregistre un. N'hésitez surtout pas à me faire vos commentaires ou vos retours via les réseaux sociaux, ça permettra au podcast d'être toujours au top. Sur Instagram, c'est @bronchartmichaelov si vous voulez me suivre et suivre les infos du podcast. Et encore une fois, si vous pouvez me mettre un petit commentaire et une note 5 sur 5 sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou sur votre Mac, ça m'aidera beaucoup à le diffuser au plus grand nombre. Si vous n'avez pas Apple Podcast, aucun souci, vous pouvez énormément m'aider aussi en partageant le podcast auprès de 3-4 amis à vous. Ça vous prendra pas plus de 5 minutes, mais ça m'aidera beaucoup à partager ces discussions. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve très bientôt. Salut!